Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. Aujourd'hui, nous allons parler de Descartes, qui a vécu au XVIIe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Elphaba, du livre Wicked de Gregory McGeer. Wicked est l'histoire de la célèbre méchante sorcière de l'Ouest du magicien d'Oz. Le livre raconte son enfance et sa jeunesse jusqu'à sa mort. Nous allons nous concentrer sur la deuxième partie du roman, celle qui raconte ses années à l'université de Shiz. Il y a 5 sections en tout dans le roman, je vais donc en dévoiler très peu de l'intrigue générale, donc si vous n'avez pas lu le livre, vous pouvez sans problème écouter la suite de cet épisode. Il n'y aura qu'une seule révélation assez importante, mais qui reste quand même dans le premier tiers du livre. Elphaba, la future méchante sorcière de l'Ouest, étudiante en sciences naturelles, rencontre Galinda, future bonne sorcière du Nord, étudiante en sorcellerie, à l'université de Shiz. Toutes deux sont dans le cours du professeur Dilamon, une chèvre, écrit avec une majuscule pour désigner les animaux doués de parole. Pour que la distinction soit audible, j'ajouterai un « ma » devant les noms des animaux écrits avec une majuscule. Par exemple, je dirais « manimo » pour désigner les animaux qui parlent et « ma chèvre » pour les chèvres qui parlent. Le professeur Dilamon est inquiet car le magicien d'Oz, souverain de ce pays, veut retirer leurs droits aux manimaux. Le professeur fait des recherches pour prouver qu'il n'y a pas de différence entre les humains et les manimaux. Mais la directrice de l'université, Madame Morrible, est une fervente partisane du magicien, et elle le fait assassiner avant qu'il ait fini ses recherches. C'est ce premier événement qui va conduire Elphaba à se révolter contre le régime du magicien et être peu à peu considérée comme une méchante sorcière. L'un des problèmes posés dans le livre, et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, est le suivant. Les manimaux capables de parler ont-ils une âme? Et par conséquent, faut-il leur accorder les mêmes droits qu'aux humains? Nous étudierons donc la distinction entre l'homme et l'animal, telle qu'elle est posée dans Wicked et dans le discours de la méthode de Descartes. Quelques lignes avant le passage que nous allons lire, Descartes fait remarquer que les hommes sont capables de produire des automates, des machines qui fonctionnent d'elles-mêmes, sans avoir besoin de leur intervention. Ne peut-on pas considérer que les animaux sont, en quelque sorte, des automates plus perfectionnés? En effet, si l'homme, dans son imperfection, est capable de produire des automates, alors Dieu, qui est parfait, a bien pu faire des automates parfaits, les animaux. Peut-on aller plus loin et considérer que les êtres humains sont aussi des sortes d'automates? Pas pour Descartes. Selon lui, il y a bien une différence d'essence entre l'homme et l'animal, c'est le langage. Pour éviter tout contresens, je vais préciser ce qu'il faut entendre par langage et le distinguer d'autres notions. Par langage, il ne faut pas entendre un simple moyen de communication. Dans ce cas, il est évident que les animaux en sont doués également. Les animaux sont capables de communiquer entre eux, mais dans leur cas, on parlera plutôt de voix. Le langage est la capacité à construire un système de signes afin de communiquer. Le système de signes en question s'appellera la langue, et le fait d'utiliser la langue s'appelle la parole. Le langage est donc une capacité innée, même si la langue est acquise. Vous apprenez une langue, mais vous avez tous cette capacité à apprendre des langues. Cela peut paraître évident, mais il ne faut pas oublier que les langues n'ont rien de naturel. Contrairement à l'animal qui a un cri propre et commun à tous les animaux de son espèce, les langues parlées sont conventionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont le résultat d'un accord arbitraire. Nous avons même la capacité d'apprendre plusieurs langues différentes. C'est donc bien le langage au sens fort d'une capacité à produire et apprendre un système de signes qui distinguera, pour Descartes, les hommes des animaux. Nous allons maintenant lire un extrait de la 5e section du discours de la méthode de Descartes, dans lequel j'ai fait quelques coupes pour que ce soit pas trop long, mais je ne les signalerai pas pour la fluidité de ma lecture. Or, par ces deux mêmes moyens, on peut aussi connaître la différence qui est entre les hommes et les animaux. Car c'est une chose bien remarquable qu'il n'y a point d'hommes si hébétés et si stupides, sans en excepter même les insensés, qu'ils ne soient capables d'arranger ensemble diverses paroles, et d'en composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées, et qu'au contraire il n'y a point d'autre animal, tant parfait et tant heureusement né qu'il puisse être, qui fasse le semblable.
ce qui n'arrive pas de ce qu'ils ont faute d'organes, car on voit que les pies et les perroquets peuvent proférer des paroles ainsi que nous, et toutefois ne peuvent parler ainsi que nous, c'est-à-dire en témoignant qu'ils pensent ce qu'ils disent. Au lieu que les hommes qui, étant nés sourds et muets, sont privés des organes qui servent aux autres pour parler, autant ou plus que les bêtes, ont coutume d'inventer d'eux-mêmes quelques signes, par lesquels ils se font entendre à ceux qui, étant ordinairement avec eux, ont loisir d'apprendre leur langue. Et ceci ne témoigne pas seulement que les bêtes ont moins de raison que les hommes, mais qu'elles n'en ont point du tout. Car on voit qu'il n'en faut que fort peu pour savoir parler. Il n'est pas croyable qu'un singe ou un perroquet, qui serait des plus parfaits de son espèce, n'égalât en cela un enfant des plus stupides, ou du moins un enfant qui aurait le cerveau troublé, si leur âme n'était d'une nature toute différente de la nôtre. Et on ne doit pas confondre les paroles avec les mouvements naturels, qui témoignent les passions et peuvent être imités par des machines aussi bien que par des animaux. Pour montrer en quoi le langage est bien une caractéristique essentielle de l'être humain, par essentiel il faut entendre une caractéristique qui fait partie de la définition d'une chose, Descartes constate que même les hommes les plus stupides, même les fous, sont capables de parler et de partager leurs pensées alors que les animaux en sont incapables. Les animaux peuvent exprimer leurs émotions, il ne dit pas le contraire, mais les langues humaines ne sont pas innées, elles doivent être apprises, et tous les humains sont capables d'apprendre une langue. On pourrait lui répondre que pour parler des langues humaines, il faut avoir certains organes physiques que les animaux n'ont pas, mais Descartes anticipe cette objection et y répond en montrant que certains animaux sont capables de reproduire des sons humains, notamment les perroquets. Pour autant, ils ne sont pas capables de parler véritablement, c'est-à-dire d'utiliser cette langue pour exprimer des idées. Ce n'est donc pas un problème strictement physique dû au fait que les animaux n'auraient pas les organes nécessaires pour parler comme les humains. Une autre preuve en est que les hommes privés de ces organes, les sourds et les muets, sont capables aussi de construire un système de signes différent. Privés d'organes de la parole, ils ne sont pas pour autant privés de langage. Descartes en conclut qu'il y a bien une différence d'essence entre l'homme et l'animal. Un homme n'est pas un animal en plus intelligent, c'est un être totalement différent. De la même façon qu'on peut reconnaître une différence de nature entre une plante et un animal, en tant par exemple que l'animal a besoin de nourriture extérieure à lui-même alors que la plante fabrique sa propre matière organique, ou encore en tant que les plantes sont fixes alors que les animaux sont généralement mobiles, on peut aussi reconnaître une différence de nature entre l'animal et l'homme, parce que l'homme est doué de raison. Si l'homme le plus stupide est capable de parler alors que l'animal le plus intelligent en est incapable, c'est parce qu'ils ne sont pas de même nature. C'est ce qui justifie, dans un système hiérarchique comme celui de Descartes, que les animaux ne soient pas traités de la même façon que les hommes. Que faire dès lors des manimaux du pays d'Oz capables de parler comme les humains ? Au début de l'histoire, ce critère du langage est, comme chez Descartes, ce qui donne des droits. Les manimaux ont des privilèges que les animaux n'ont pas. Quand Galinda rencontre le professeur Dillamont, la mâchèvre, c'est dans le train, en première classe, alors que les animaux voyagent dans un autre wagon. Cependant, au moment de cette rencontre, le professeur Dillamont confesse que ses privilèges sont en train de disparaître sous le règne du magicien. Il risque de n'avoir bientôt plus le droit de voyager en première classe. Mais les manimaux ne sont pas non plus exactement au même rang que les hommes. À vrai dire, nous apprenons qu'ils ont des droits semblables à ceux des femmes. Quand Elphaba travaille avec le professeur Dillamont sur les recherches de ce dernier, elle demande à un ami d'aller chercher des documents dans une bibliothèque où ils n'ont pas accès, elle parce que c'est une femme, Dillamont parce que c'est une mâchèvre. Reste qu'entre les humains et les manimaux d'un côté, les animaux de l'autre, il existe une différence qui justifie que leurs droits ne soient pas les mêmes. Pour expliquer cette hiérarchie, il faut se tourner du côté de la mythologie, et plus précisément de la mythologie païenne, dont le dieu, si on peut l'appeler comme ça, est la sorcière Combrique. Dans les textes païens, on trouve plusieurs légendes expliquant pourquoi les manimaux ont reçu le don du langage. L'une d'elles prétend que les manimaux ont la parole parce qu'ils ont bu le lait maternel de la sorcière Combrique. Un mythe qui n'est pas sans rappeler celui d'Héraclès, le nom grec d'Hercule, qui aurait obtenu sa force après avoir tété le sein de la déesse Héra. Du côté de la religion monothéiste du pays d'Oz, dont les représentants sont les unionistes et le dieu est le dieu Innomé, les manimaux sont, comme les animaux, des races inférieures qui ne devraient pas avoir les mêmes droits que les humains.
Nous verrons ensuite comment il justifie cette hiérarchie puisqu'elle était chez Descartes uniquement due au fait que les animaux n'ont pas le langage. Le professeur Dillamont nous apprend qu'il n'existe aucune étude scientifique sur les différences entre les manimaux et les animaux. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il se lance dans les recherches, mais il est assassiné avant d'avoir pu publier ses découvertes. On comprend ainsi que les chercheurs précédents ont probablement été éliminés aussi par les fidèles du magicien et les unionistes, qui veulent garder leur supériorité sur les manimaux. Revenons sur les différents personnages et la façon dont ils considèrent le rapport entre les manimaux et les humains. On peut distinguer deux groupes, ceux qui pensent qu'il y a une hiérarchie entre les espèces et ceux qui pensent qu'il n'y en a pas. Pour les positions admettant une hiérarchie entre les espèces, il y en a deux, celles que nous avons vues. D'un côté, les païens et le professeur Dillamont donnent une âme aux manimaux mais pas aux animaux. De l'autre côté, les unionistes et Madame Morrible ne donnent une âme qu'aux humains. La position la plus proche de Descartes est celle des unionistes. L'homme est à part parce qu'il est doué de raison. Mais au pays d'Oz, les manimaux aussi peuvent faire usage de la parole. Pourquoi Madame Morrible considère-t-elle pour autant qu'ils n'ont pas d'âme ? Dans un passage du livre, elle lit plusieurs poèmes ouvertement spécistes. Je ne dis pas raciste parce que le mot utilisé pour la discrimination envers les animaux est le spécisme, même si la scène pourrait facilement être comparée à une manifestation de racisme envers certains auditeurs dans la salle. Suite à ces lectures, le professeur Dillamont et d'autres manimaux quittent la salle. Quand Elphaba se révolte contre les propos tenus, qui ont offensé les professeurs manimaux, Madame Morrible expose son opinion. Certes, les manimaux peuvent faire usage du langage, mais ils n'ont pas pour autant de raison. La preuve en est qu'ils sont incapables de comprendre l'ironie. Son poème aurait donc été ironique. En fin de compte, pour Madame Morrible, les manimaux peuvent parler, mais comme le pourraient des robots. Une intelligence artificielle est capable de répondre à de nombreuses propositions, mais elle serait effectivement incapable de comprendre l'ironie qui suppose une interprétation. Cet argument reste évidemment de mauvaise foi, à moins que nous, lecteurs, ne soyons que des robots, nous avons bien vu qu'il n'y avait aucune ironie dans les propos tenus. Le deuxième groupe est celui des personnes qui considèrent qu'on ne doit pas faire de hiérarchie entre les êtres vivants. À nouveau, il y a deux façons de nier la hiérarchie entre les espèces, soit en donnant une âme à tout le monde, soit en donnant à personne. Galinda arrive à l'université de Shiz après avoir réussi ses examens d'entrée, parmi lesquels une sorte de mémoire qui s'appelle Méditation et qui porte dans son cas sur l'éthique du monde naturel et dont le sujet est le suivant. Les fleurs regrettent-elles d'être cueillies pour un bouquet ? Les pluies pratiquent-elles l'abstinence ? Les animaux peuvent-ils vraiment choisir d'être bons ? Ou une philosophie morale du printemps. On remarque que Galinda attribue une volonté à tous les êtres, elle semble attribuer une âme également aux plantes et aux phénomènes naturels, et, même si je ne l'ai pas signalé à l'oral, elle met des majuscules partout. Fleur a une majuscule, bouquet, pluie et printemps ont des majuscules, et bien sûr, animaux. Autre position possible, après avoir attribué une âme à tout le monde, on peut bien n'en attribuer à personne. Si le personnage d'Elphaba est aussi intéressant, c'est parce que si elle se joint au professeur Dillamont, puis à un groupe d'opposants aux magiciens pour réfuter les réformes qui visent à retirer les droits aux manimaux, ce n'est pas parce qu'ils auraient eux aussi une âme et qu'il faudrait donc les respecter, au contraire c'est parce qu'elle n'attribue d'âme à personne. Pour Elphaba, l'idée d'âme n'est qu'un mythe. Comme Descartes qui considérait les animaux comme des machines, Elphaba pense qu'on n'a pas besoin du concept d'âme pour expliquer les comportements. Allant encore plus loin que Descartes, elle considère que les humains peuvent aussi se comprendre comme des machines extrêmement complexes certes, mais des machines quand même. Elle rejoint un contemporain de Descartes, Lamétrie, dont le livre le plus connu s'appelle L'homme-machine. Il y poursuit le raisonnement de Descartes et inclut l'homme parmi les êtres qui peuvent s'expliquer comme des automates, purement mécaniques. Aucune hiérarchie n'est donc admise par Elphaba, non pas parce que le fait d'avoir une âme donne des droits et que d'autres êtres que les humains ont une âme, mais parce que l'être humain n'est aucunement supérieur aux autres êtres vivants. Il a inventé le concept d'âme pour se donner de l'importance dans la nature, mais ce n'est qu'un concept, et ce n'est qu'inventé. Un autre critère que la raison et le langage va être celui d'Elphaba pour déterminer quels êtres doivent être traités avec respect. Suite au meurtre du professeur Dillamont, le remplaçant de celui-ci amène en cours un très jeune lionceau dans une cage. Le lionceau est effrayé.
Le nouveau professeur leur demande s'ils sont capables de dire si ce lionceau est un animal ou un animal. À cet âge-là, le lionceau ne parle pas, comme un bébé humain qui, s'il a la capacité innée du langage, n'a pas encore appris de langue. Il n'y a donc aucun moyen de savoir la réponse. Mais Elphaba proteste, la seule question qu'il est légitime de se poser n'est pas « peut-il parler ?», mais « où est sa mère ?», car ce lionceau est très jeune et a encore besoin de sa mère pour survivre. Mais en plus d'avoir, sans aucun état d'âme, arraché un jeune lionceau à sa mère pour l'exposer, terrifié, dans une salle de classe, le professeur ne s'arrête pas là. Il propose une expérience. Si on pouvait trouver dans le cerveau du lionceau la partie où se développe le langage, on pourrait en supprimer la notion de douleur et donc son essence. Position qui peut sembler absurde, comme si on avait besoin de langage pour ressentir la douleur. C'est ce que fait remarquer Elphaba, nul besoin de notion de douleur, ce lionceau souffre déjà et cela se voit. Parmi les philosophes contemporains qui ont réfléchi à la condition animale, le plus célèbre et le plus proche d'Elphaba est Peter Singer. Dans la libération animale, il s'oppose à ceux qui font de la raison le critère de distinction entre ceux qui doivent avoir des droits et ceux qui n'en ont pas. La question n'est pas « peuvent-ils penser ?» mais « peuvent-ils souffrir ?» À partir du moment où un être peut souffrir, il doit donc être respecté. C'est cette leçon qu'Elphaba retient du cours où est présenté le lionceau. Il souffre et aucune autre interrogation n'est pertinente si celle-ci n'est pas réglée. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Pour plus d'analyses ou de chroniques de lecture, vous pouvez aller voir mon blog carolinegiraud.blogspot.com, vous trouverez les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.